Merci, mesdames et messieurs, de nous choisir, chers téléspectateurs de Lola Plus Média. Nous recevons un politicien de premier plan qui va exposer ses pensées, mesdames et messieurs, ses motivations et ses vérités. Donc, les vérités cachées dans cette émission, les coulisses du pouvoir de Lola Plus. Mesdames et messieurs, cette émission vous permet donc de faire la lumière, vous le savez donc, sur la vision et sur le fonctionnement donc interne de l'esprit d'un politicien qui, en vous donnant bien sûr, mesdames et messieurs, un aperçu rare donc dans des coulisses dans cette émission. Vous allez aussi comprendre notre invité n'est pas du tout méconnu pour sa vaste expérience et sa profonde influence dans le paysage politique. Nous posons, mesdames et messieurs, des questions qui suscitent la réflexion et qui creusent sous la surface en essayant, mesdames et messieurs, de comprendre les nuances de leur idéologie, mais aussi de leur aspiration politique. Ne quittez pas, mesdames et messieurs, restez connectés. Vous allez comprendre qui est Dr Edouard Jotomou Pogboumou. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Camara. Voilà donc, merci d'accepter notre invitation aujourd'hui. Oui, avec tout le plaisir encore une fois. Voilà. C'est toujours un plaisir d'être avec Lola Plus, qui nous a accompagnés dans beaucoup de projets. D'accord. Voilà, on va directement commencer. Parlez-nous de votre enfance, où vous êtes né et où avez-vous bien sûr commencé votre école primaire? Bien, alors moi je suis né à Kolita. C'est un hameau, un petit village, petit par la dimension, mais un grand village de par l'histoire. Et ça, c'est dans la préfecture de Yomou. Nous sommes à fait à 4 km de la ville de Yomou, et juste derrière le fleuve Oulé, où j'avais l'habitude d'aller nager, dans tous les cas, à mon enfance. Mes études primaires, il faut dire que d'abord j'étais un enfant relativement choyé parce que j'étais le seul enfant de ma famille jusqu'à l'âge de 8 ans. Donc pratiquement ma volonté faisait la loi. J'ai grandi avec ma grand-mère, mon grand-père. C'était les couvertures. En fait, les gens qui me défendaient pratiquement dans tout mes débordements, je dois le dire, entre guillemets. Donc, j'ai commencé mes études pas de façon orthodoxe. J'avais suivi mon père, justement, qui était un moniteur d'agriculture, de Goueke, qu'on appelle couramment Gbeke. Et là, la famille s'était liée d'amitié avec un instituteur qui m'a aussi pris en estime. Donc, quand il venait à la maison, je le suivais. Je l'ai donc suivi comme ça à l'école. Je n'étais pas inscrit. Ça, c'était en quelle année? C'était en 57, 58. Alors, je n'étais pas inscrit. Alors, c'est quand il s'est rendu compte, après les examens de fin d'année, j'étais le premier de la classe plutôt, qu'il a demandé à ce que je sois officiellement inscrit. Et c'est comme ça qu'on a fait. Alors, j'ai fait là le CP1 à Bouéké et le CP2. Et ensuite, je suis allé à Yomou, toujours suivant mon père. Voilà, c'est un peu ça, du point de vue des études primaires. Et votre meilleur souvenir en France? Comme je l'ai dit, mon meilleur souvenir, c'est chaque fois que... Vous savez, les enfants ont tous des comportements parfois pas très catholiques. Oui. Alors, quand vous faites quelque chose... Je me plaisais à voir quand même ma grand-mère prendre ma défense, quel que soit le problème. Alors ça m'encourageait un peu, en même temps, ça me faisait peur, parce que il me disait, si elle n'est pas là, bon, alors comment je vais faire? C'était quand même de très bons souvenirs. Je me rappelle, une fois, j'ai fait des gigotos en essayant de faire un coup de poing à ma mère, qui voulait me tabasser. Elle s'est interposée. Alors, je suis allé m'asseoir dans un coin. Et c'est là, je ne savais pas qu'il y a mon oncle qui était en train de rôder dans les parages. Lui, c'est un militaire. Alors, il ne me donnait aucune chance. Et il m'a seulement tiré de là. Il est allé s'occuper de moi proprement. Alors,
je crois que je n'ai plus refait ce que j'ai fait. Et c'était une bonne correction. Bon, je dois dire encore que du point de vue de mes souvenirs, comme je le disais, j'étais quand même un enfant très curieux. J'étais curieux de par les questions que je posais. Je posais des questions si embêtantes parfois que ma mère me cherchait à ce que je ne parle pas. Je posais trop de questions. Alors ça, c'était cette nature d'inquisition-là qui m'a quand même, qui a poussé ma curiosité et qui m'a accompagné à l'école. C'est ça. D'accord, Monsieur le Président. Maintenant, parlez-nous de votre cursus scolaire. Bien. Alors, comme je dis, après l'école primaire, bien sûr, j'ai fait le collège à Yomou. Ensuite, le lycée, je suis rentré au lycée technique des Zérékoré en 68. Nous avons fait le brevet à Yomou, bien sûr. À l'époque, le brevet, ce n'est pas tout le monde qui passait. Oui. Nous étions 3 admis à Yomou, de toute la promotion. Je suis allé au lycée. La préfecture de Yomou. Oui, le collège de Yomou, c'était à Yomou seulement. Toute la préfecture, le seul collège, oui, c'était dans Yomou. Alors, je suis allé au lycée technique des Zérékoré. Je me suis orienté en série chimie. Et vous savez, c'était le seul lycée de la zone. Et c'est là où pratiquement tous les élèves se retrouvaient pour faire le lycée. Alors, venant de Yomou, il y avait quand même un certain... J'étais un peu... Je dirais que j'étais un peu intimidé parce que je pensais que j'étais en deçà de la formation des autres. Il y a toujours ce sentiment-là qui t'accompagne. Alors, je dois dire que malgré le fait que les gens pensaient que j'étais un très bon élève, tout le monde me l'a dit, parce que j'étais bien un peu partout. Alors, je suis allé, on a fait en 10e, on a eu écho de meilleurs élèves qui venaient de part et d'autre. Alors, nous avons fait à l'époque sous Dr Djelemandian Kondé une interrogation écrite de mathématiques. Et là, on a vu que vraiment, il y avait... Ça allait chauffer en tout cas en classe. Oui. J'ai eu du respect pour ça, je dois le dire, deux élèves en particulier. Il y avait Edgar Doré Mozomba, que tout le monde connaissait, et il y avait un autre du nom de Massomé Chérif. Ces messieurs t'ont tapé du 20 sur 20 sur l'examen, sur l'interrogation écrite. Oui. Moi, j'ai eu un pauvre 18 sur 20. Alors, je me suis dit, alors là, ça va chauffer parce que je croyais que les choses étaient bien pour moi. Oui. Mais de toute façon, ça nous a permis de créer une atmosphère d'émulation. Et nous étions de très bons amis. Et jusqu'à ce qu'on se soit séparés. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous voulez savoir d'autre. Le lycée, c'était en série chimie, comme je l'ai dit. Et je dois... C'était à Zérékoré? À Zérékoré, toujours au lycée technique de Zérékoré, à partir de 68. J'ai fait le premier bac en 69. C'était l'année scolaire 68-69. Série chimie. Alors nous sommes allés en 11e. Nous étions en 11e, nous sommes allés en 12e, c'était la terminale à l'époque. Cette année, on a introduit dans notre cursus la pédagogie. C'est M. Toupou qui nous enseignait comment on appelle la pédagogie. Alors il s'est avéré qu'on avait besoin justement de faire une pratique, donc d'aller enseigner. Unanimement, toute cette promotion 12e, il y avait la 12e agro-pastorale, il y avait la 12e biologie, il y avait la 12e série bois et il y avait la 12e chimie qui était ma classe. Alors la promotion m'a désigné justement pour aller, disons, enseigner au même lycée, mais en 10e. Donc j'étais chargé de cours quand j'étais en terminale, j'étais chargé de cours de chimie générale en 10e en application de, disons, pour les cours pratiques de pédagogie. Ça m'a quand même fait beaucoup d'honneur, et il faut le reconnaître. Nos amis sont encore là, qui peuvent peut-être témoigner de ça, je sais qu'ils le savent. Manizé Collier, qui est le pharmacien, c'est ma classe. C'est ma classe, on se connaît très bien, on est de très bons amis, et ils le savent. Dans tous les cas, je crois avoir fait de très brillantes études, et j'étais lauréat de Guinée au baccalauréat deuxième partie. Ça, c'était le baccalauréat de 71.
70-71, donc le baccalauréat de 71, qui nous a permis de rentrer à l'Institut, à l'université. À l'époque, il n'y avait pas de concours. À l'université ici à Conakry. À Conakry, à l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser. C'est ça. Et c'était pour la première fois en série chimie, on faisait du 100%. Nous étions 26 dans la classe. Alors là, je crois que tous les professeurs qui ont eu cette classe se rappellent encore de chacun d'entre nous individuellement pris. Alors ça nous a fait quand même un très bon sentiment. Et là, vous avez obtenu votre premier diplôme. Le premier diplôme, c'était bien sûr la chose. Au collège d'abord avec le brevet. Avec le brevet, mais bien sûr, on ne donnait pas de papier et tout ça. On donnait en fait des papiers, mais il fallait demander. Et au baccalauréat, bien sûr, il n'y avait pas de diplôme en papier. On annonçait seulement à la radio, quoi, à l'époque. La voix de la révolution. Quand on annonce, tout le monde avait les oreilles tendues. Et quand quelqu'un, dans votre promotion, quelqu'un arrivait à décrocher le BPC, quel événement qu'il a fallu organiser? Mais c'était un grand événement parce que c'était des choses rarissimes, c'était des choses rares. Ouais. Alors quand vous parveniez justement à accomplir un tel chef-d'œuvre, si vous voulez que je le décrive ainsi, c'était la fierté de toute la famille. On organisait, les gens venaient vous féliciter, on vous offrait des cadeaux et tout ça. Mais je dois dire que mon père m'a toujours promis des cadeaux qu'il ne m'a jamais donnés. Mon père m'a toujours dit qu'il m'achèterait un vélo chaque fois que je serais là-bas. Quand j'arrive là, il dit non, quand tu vas là-bas. Tu arrives là, c'est-à-dire c'était ce qu'on appelle le moving goalpost en anglais, c'est-à-dire que l'objectif qui change de position chaque fois. Oui. Mais ça, c'était sa façon de m'encourager à toujours mieux faire. Donc ça m'a quand même, ça m'a encouragé, même si j'étais relativement fâché à l'époque. Mais j'ai compris qu'il voulait me pousser davantage, me pousser à l'excellence. Et ça n'a pas démordu en tout cas. Maintenant, quel a été votre premier boulot? Est-ce que c'est en Guinée? Vous avez commencé à travailler? Bien. Mon premier boulot, j'ai fini l'université en 1976. En 76-77, nous étions en train de faire un stage tournant. J'ai fait mine et géologie. Option mine, surtout. Alors, nous étions dans les compagnies minières. Mon sujet de mémoire était sur Fria, l'usine de Fria. Puis un aspect qu'on appelait le traitement de bauxite à plaquettes. Bon, là, c'est un peu technique, on ne peut pas rentrer dans ça. Après, là, je suis allé à la direction générale des mines et de la géologie pour quelques mois. C'est de là que j'ai été coopté pour aller au bureau d'études techniques du ministère des Mines et de la Géologie sous le ministre Ismaël Touré à l'époque. Donc c'était en réalité là où je me suis installé. Le premier boulot. Le premier vraiment boulot, si je peux l'appeler ainsi. Sinon, à la direction générale des mines, on allait simplement faire acte de présence. C'est ça. Ok, vous êtes aujourd'hui un politicien, donc dites-nous pourquoi vous avez choisi de faire la politique. Bien, ça encore c'est une question très intéressante. En fait, comme je l'ai dit, je suis un ingénieur. Et quand j'ai travaillé au ministère des Mines et de la Géologie au bureau d'études, j'ai eu l'occasion de travailler sur un projet qu'on appelait le SNED. Le SNED, c'est le Service national d'exploitation du diamant. À l'époque, il y avait un de nos aînés qu'on appelait Mamadou Doumbouya de Sigiri, qui était un ingénieur géologue, qui est un ingénieur géologue, parce que je ne sais pas, il est toujours là, oui. Peut-être à Sigiri. Avec lui, nous étions à la division qu'on appelait la division des matières précieuses. Donc nous avons élaboré avec, disons, la demande du président Sékou Touré à l'époque, de pouvoir ouvrir justement l'exploitation du diamant aux particuliers guinéens. Donc le texte qui régulait justement cette société qu'on appelle encore une fois le SNED, Service national d'exploitation du diamant, c'est Doumbouya et moi qui l'avons écrit du début jusqu'à la fin. Alors, de là que j'ai eu, c'était en réalité de là que je suis allé du ministère des Mines quand il s'agissait d'envoyer des cadres. On m'a donc envoyé avec un autre de nos aînés qui a pris la direction
mais j'étais avec lui. Évidemment, je dois dire à l'époque, on n'avait pas trouvé que moi, je n'avais pas d'expérience au moment où on faisait le travail, parce qu'une bonne partie du travail, c'est moi qui l'ai fait. Oui. Mais lorsqu'il s'agissait justement d'envoyer quelqu'un pour prendre la tête, on a dit que je n'avais pas d'expérience. Bon, je venais de sortir, il n'y avait pas encore il y avait quelques 4 ans, 4, 5 ans. Je me suis quand même abstenu. Et on est allé. Et c'est ce travail qui m'a permis, avec justement les problèmes qu'il y avait, problèmes de personnes. Vous savez, quand on parle de népotisme, on parle de beaucoup de problèmes liés à l'emploi des jeunes cadres et tout ça. Et il y a toujours cette affinité-là, parce que tous les facteurs ne sont pas des facteurs objectifs. Donc de là, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse ALCO pour aller aux États-Unis d'Amérique. Là, je suis allé, j'ai fait une maîtrise, bien sûr, à l'Institut des mines et de technologie du Nouveau-Mexique, ensuite un PhD à l'université d'Idaho. Ce qui m'a poussé à aller en politique, c'est que chaque fois que nous venions ici, vous savez, ce pays est immensément riche. Alors, le pays est si riche que nous nous sommes attendus au fait que les retombées de l'exploitation, de la mise en valeur de ces ressources allaient être distribuées de façon à disons, assouvir un peu ou alors à aplanir un peu les difficultés liées, enfin, à résoudre les questions de développement en un mot. Oui. Mais ça ne s'est pas fait. Chaque fois que nous venions en vacances, c'était les mêmes constats. Vous allez à l'intérieur, vous vous rendez compte que c'est toujours la paupérisation, c'est toujours la pauvreté. C'est ce qui a fait que nous nous sommes dit qu'il faut quand même qu'on s'intéresse à l'exploitation de ces ressources, qui, en fait, que ça puisse, disons, servir à la population dans un cadre général. Alors, je n'étais pas le seul à faire le constat. On a des amis qui étaient en Europe, qui ont fait le même constat, et on s'est dit que, au lieu d'intervenir pour demander, dire au gouvernement il y a ceci, il y a cela, il faut être peut-être sur le champ et pouvoir implémenter les mesures que nous avons apprises chez les autres. C'est un peu ce qui nous a amenés en politique. Mais qui était votre référence? Ou bien qui est votre référence? En politique, il faut dire que, vous savez, la politique, beaucoup de gens définissent la politique de beaucoup de façons. Oui. Moi, j'aime les politiciens qui ont franc-parler. Des politiciens qui parlent sans langue de bois. Des politiciens qui sont consistants. Des politiciens qui ne viennent pas simplement pour faire du matu-vu. Venir faire des promesses fallacieuses, des promesses qu'ils ne peuvent pas réaliser. Alors, sur ce plan, j'ai particulièrement aimé, bien sûr, un de mes frères, Jean-Marie Doré. C'était ma référence. Au point où on s'entendait pratiquement sur les grandes questions. Et au point même où, à un moment donné, il était question, après la création de ma formation politique, de faire la fusion des deux formations. Malheureusement, ça n'a pas vu le jour. Et le grand frère s'en est allé. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc certains aussi estiment que les politiciens sont des menteurs. Ouais. Que répondez-vous à cette accusation? Non, la politique n'est pas... Vous savez, quand on vient en politique, la politique en général, on s'engage en politique pour résoudre des problèmes. Ceux qui viennent en politique pour s'enrichir ne sont pas des politiciens. Ce sont des opportunistes. Je le dis haut et fort. Sinon, en politique, c'est quand on a acquis une certaine expérience qu'on vient mettre cette expérience à la portée ou à la disposition du peuple pour pouvoir les assister à résoudre un certain nombre de problèmes. Mais ici, bon, ce qu'on a vu, c'est que les politiciens, comme on le voit souvent, c'est des gens qui peuvent venir raconter du n'importe quoi simplement pour se faire aimer. Sinon, la politique, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Ce n'est pas tous les politiciens qui sont des menteurs. C'est les opportunistes, les politiciens opportunistes qui sont des menteurs. Parce que pour arriver à leur but, ils sont obligés de faire des promesses qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir. Et c'est ça le mensonge. Justement, c'est ce qui crée ce fossé entre la population et eux, parce qu'on se rend compte que tu promets de faire quelque chose une fois. 2 fois, tu ne le fais pas. Ben alors là, tu vas éclabousser tout le monde, parce que tous ceux qui viendront par la suite
on les traitera de menteurs parce qu'on dit que vous avez fait la même chose. Donc vous êtes de la même catégorie. C'est comme ça et je trouve que c'est du tort qu'on fait à beaucoup de gens. Voilà, maintenant, quelles ont été les plus grandes difficultés dans votre vie de politicien? Bon, il faut quand même reconnaître que quand on est en politique, quand on vient en politique adossé à une profession, on s'attend à un certain nombre de choses. Parce que là, c'est le mérite. Surtout pour ceux qui ont travaillé, comme nous, qui avons travaillé à l'extérieur. J'ai travaillé dans de grandes compagnies. J'étais jusqu'à être directeur d'exploitation avec une succursale de Rio Tinto pour 17 ans. Alors, quand vous... Aux États-Unis? Aux États-Unis. Dans Kennecott, que ce soit Kennecott à Salt Lake City, Utah, que ce soit au Nevada, que ce soit comment on appelle ça, j'ai dit en Alaska, et un peu partout, avec un retour au Nevada et en Alaska. Alors, le problème, ce n'est pas que l'on ne peut pas travailler. Mais quand on vient ici, il y a d'autres facteurs subjectifs, d'autres difficultés auxquelles on est confronté. Sur le plan politique, ça se traduit parce que les politiciens en Guinée ne sont pas... Le fait qu'ils ne soient pas si libres de pouvoir exercer carrément, enfin mettre en valeur leurs idées, il y a toujours des entraves ou alors des considérations, je dirais, pas très propres, mais qui les obligent parfois à ne pas montrer tout leur potentiel. Se replier chaque fois. Et qui les oblige à se replier. Parce que quand même, vous ne pouvez pas être dans une situation où vous risquez d'aller en prison et vous continuez à y aller. Parce qu'il faut d'abord ou alors vous risquez de vous retrouver à la morgue. Alors, quand vous voyez tout ça devant la réalité, vous vous dites que dans tous les cas, les cadavres ne font pas de politique. Il vaut mieux reculer, peut-être changer de méthode. Peut-être qu'avec la persévérance, vous aurez l'occasion de pouvoir convaincre les uns et les autres. C'est un peu la difficulté qu'il y a en Guinée. Et nous, on a eu l'impression ici que la politique, elle a été mise à prix. Parce que la politique en Guinée, elle est devenue un instrument, disons, de commerce, un fonds de commerce. Et comment? Les gens... Au pouvoir? Le pouvoir utilise justement la facilité de l'argent pour pouvoir, disons, imposer, comment on appelle, ses vues et ses méthodes, même si ce ne sont pas des méthodes qui sont vraiment démocratiques. On a tenté une fois aussi auprès de vous? De quoi faire? La façon, la facilité. Mais bien sûr, ça se fait. Le fait que, d'ailleurs, vous savez, j'étais candidat aux dernières élections en 2020. Oui. Alors, ma candidature avait été recalée. Je n'avais pas su pourquoi. Après, on me dit que c'était l'article 42. Je ne voulais pas revenir dessus. L'article 42, c'est une sorte d'amalgame de conditions. On n'a pas pointé du doigt ce que je n'ai pas fait en particulier. Mais je me suis rendu compte que c'était des calculs politiques. Parce que justement, le groupe qui me supportait allait franchement... disons, prendre une bonne portion de ceux qui allaient voter pour le professeur à l'époque. C'est pourquoi nos propres frères, au moment où j'ai déposé ma candidature, ils étaient au palais en train de concocter un plan pour pouvoir me recaler. C'était la seule façon. Alors, mais bon, je me suis rendu compte que, dans tous les cas, on ne pouvait pas réussir avec les branles politiques que nous faisons. Malheureusement, nous sommes encore dans la même tradition et nous sommes encore dans la même logique. C'est ce qui complique un peu la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et quels sont les succès majeurs que vous avez bien sûr vécu pour le moment dans votre carrière? Bon, dans la carrière politique, je dois dire que lorsque nous avons participé aux élections communales en 2000, je crois que c'était en 2009. 19 ou 18 ou 19 2019, les élections communales. Moi, je n'étais pas ici. Mais on a monté quand même une opération et en allant convaincre
au village pour dire que la solution à nos problèmes ne viendra pas des politiciens que vous connaissez qui viennent vous mentir, on a quand même réussi à avoir, qui connaissait la force de frappe du RPG, on a réussi à arracher la mairie de Pella au RPG. Parce que eux, là, ils y tenaient forcément. Ils ont mis donc tous les moyens pour pouvoir l'obtenir et ça n'a pas marché. Et la campagne, nous l'avons montée, comme je dis, j'étais aux États-Unis. Et c'est cette victoire-là qui a mis mal à l'aise le professeur Lafakonde à l'époque. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre que quelqu'un soit loin du pays et qu'il monte une campagne qui puisse quand même, alors qu'il avait déboursé de l'argent, justement pour donner à ceux qui devaient faire sa campagne. Ça n'a pas marché. Et je crois qu'ils ont eu une bonne dose de la colère du professeur. C'est ça. Et quel conseil, donc c'est pour finir, quel conseil allez-vous prodiguer aux jeunes générations qui souhaitent aussi faire la politique comme vous? Bon, moi je crois qu'il faut qu'on soit honnête. Il faut qu'on soit honnête et qu'on regarde la jeunesse en face. La politique, on ne dit pas que les jeunes ne peuvent pas faire la politique. Mais moi je pense, et le conseil que j'ai, c'est d'abord de demander aux jeunes de se former. La réalité, c'est que très peu de jeunes gens ici sont formés, même dans l'exercice de leur métier. Or, il arrivera un moment où les solutions de facilité vont disparaître. Ou comment on appelle ça? C'est la compétence qui va primer. Et si vous n'avez pas de formation, on ne peut pas vous prendre. C'est ce qu'on dit aux gens. Alors, nous pensons qu'avant de faire la politique, les jeunes doivent faire en sorte qu'ils se forment. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas tous formés, je n'ai pas dit ça. Je ne suis pas en train de généraliser. Il y a certains qui sont formés. Mais la plupart, dans certains domaines, ne sont pas... Il suffit de prendre ce qu'ils écrivent et ce qu'ils disent. Vous allez vous rendre compte. Alors, moi, je pense que demain, même si la concurrence doit être vraiment de mise, il faut qu'ils fassent en sorte qu'eux, ils soient compétitifs dans leur domaine respectif. Aujourd'hui, on ne voit pas ça parce que c'est le gain, la course à l'enrichissement facile, les solutions de facilité. C'est ce que les gens cherchent. Or, on ne peut pas toujours sortir pour aller quémander ici et là. Si une compagnie doit venir s'installer, les gens qui investissent dans les compagnies investissent de grosses sommes. Et ces sommes, justement, c'est pour rapporter des dividendes. Vous n'allez pas donner, justement, l'occasion à des gens qui ne peuvent pas vous permettre d'avoir des dividendes sur leurs investissements, de vous embaucher. Ils ne peuvent pas le faire. Mais ça, c'est une réalité que l'on ne comprend pas aujourd'hui. Demain, elle sera une réalité. Elle sera une réalité, une dure réalité. Donc, moi, je demande simplement à ce que les jeunes... bien sûr, il y a l'ordre naturel de substitution des choses. En général, les jeunes remplacent toujours les vieux. Mais quand on dit vieux, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience. Alors, si vous pouvez au moins amasser ces expériences, moi, je crois que ça ferait du bien. Mais dès que vous dites ça, on dit non, il y a un combat générationnel et tout ça. Ben, quand il y a un cours d'eau qui coule, la source qui sort aujourd'hui, qui veut aller se jeter à la mer, elle doit d'abord, la goutte là, doit se frotter à beaucoup de choses avant d'arriver à la mer. Est-ce que vous allez sortir seulement des rochers de la source, sauter et puis aller vous jeter à la mer? Moi, je crois que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut avoir une certaine expérience. L'expérience, c'est pas seulement le fait de parler. L'expérience, c'est le fait de faire et de démontrer effectivement que vous êtes un meneur d'hommes, que vous pouvez gérer des ressources humaines, des ressources financières, et que vous pouvez vous adapter justement à toutes les péripéties justement de la vie sociale. Parce que quand vous mettez ensemble des hommes et des femmes, chacun y apporte son comportement. Alors le leadership qui doit se dégager de là doit avoir justement l'expérience nécessaire pour pouvoir juguler tout ça. Mais quand on arrive jeune, on peut ne pas avoir ça. Et puis, vous savez, quand vous voulez aussi faire des projets de développement, le développement, ce n'est pas seulement venir dire je veux développer. Il faut avoir une certaine culture de développement. Et cette culture de développement vient justement en faisant la chose.
pas simplement en le disant. Si vous ne le faites pas, ceux qui n'ont jamais géré quoi que ce soit dans ces domaines-là, vous les mettez à la tête d'un État, les résultats seront catastrophiques. Je crois qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour démontrer ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être là. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous l'avez suivi, c'était la réaction, les lectures, également le parcours de Monsieur le Président, Dr Edouard Jutemo Kogomou. Nous vous laissons, mesdames et messieurs, dans l'espoir de vous retrouver très nombreux pour un autre numéro. Merci, bonsoir chez vous.